Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me nomme Jason Paré et je suis très heureux de vous présenter un nouvel épisode de L'Étrange Programme, votre magazine consacré à l'étrange et à l'insolite. Au programme cette semaine, nous recevons en entrevue le réalisateur de la web-série Exode, Jesse Malcolm Sweet. En chronique, Frédéric Moreau nous donne ses impressions sur la pièce de théâtre Animaux. Et Sébastien Bourget nous parle de l'apparition d'un Bigfoot dans les environs de Montréal. Mais pour commencer, voici les étranges en bref. Grande-Bretagne. Un jeune Britannique a bénéficié d'une prothèse de bras sur mesure inspirée de son jeu favori, Metal Gear Solid. Amputé du bras et de la jambe gauche suite à un accident de train en 2012, le jeune homme a bénéficié d'un nouveau projet de prothèse personnalisée. Pour l'instant, la prothèse est retenue grâce à un harnais, mais le jeune homme espère pouvoir se payer une opération qui permettrait de fixer le bras artificiel directement à son squelette. En attendant, le Bluetooth et le Wi-Fi sont inclus. Philippines. Un capitaine momifié a été retrouvé sur un bateau à la dérive au large des côtes des Philippines. Toujours assis à son bureau, près d'une radio, l'aventurier allemand n'avait pas été revu depuis 2009. Les vents océaniques secs, les températures chaudes et l'air salin auraient conservé le cadavre dans cet état. Les causes de son décès demeurent inconnues. Afrique. Captée par des caméras cachées, une vidéo montre des chimpanzés pratiquant ce qui semble être un rituel sacré, consistant à lancer des pierres au pied d'un arbre. Est-ce que cet arbre serait un sanctuaire sacré? Est-ce que les animaux peuvent avoir des croyances religieuses? Est-ce que les chimpanzés croient en Dieu? Tant de questions, si peu de réponses. Égypte. Un groupe du nom de Ancient Alien est convaincu que les Égyptiens anciens auraient construit les pyramides grâce à des ampoules électriques. Cette connaissance aurait été transmise par des visiteurs extraterrestres voyageant dans le temps. Dommage que cette connaissance ait disparu par la suite et seulement redécouverte plusieurs décennies plus tard. États-Unis. Le fabricant Goodyear a décidé de réinventer la roue, rien de moins. Cette roue, en forme de boule, peut tourner dans toutes les directions et permettre des manœuvres impossibles jusqu'à maintenant. Encore au stade de concept, cette roue ne nécessite aucun essieu, mais elle utilise plutôt un système magnétique. Est-ce que l'invention verra le jour? Certains en doutent. En parlant de boules, États-Unis. Le MUFON, Mutual UFO Network, analyse en ce moment une vidéo qui a été prise au Colorado. Enregistrée par une caméra de sécurité, on voit une orbe passer à très grande vitesse. Une orbe, c'est une espèce de boule lumineuse d'origine inconnue. Le MUFON n'a pas encore donné son verdict final, mais déjà, les théories fusent de toutes parts. Anges, fantômes, extraterrestres. Pour les plus sceptiques, on pense peut-être à un bug de caméra, au passage d'un animal ou d'une poussière. D'autres avancent la théorie de la foudre en boule, un phénomène météo très rare qui crée une boule électrique qui circule horizontalement. Allons voir un extrait. Pour nous suivre et découvrir d'autres nouvelles insolites, devenez fan de notre page Facebook. Vous pouvez aussi suivre l'Étrange Programme sur Twitter ou sur tcftv.ca. Nous recevons maintenant Frédéric Moreau qui vient nous parler d'une pièce de théâtre qui se nomme Animaux. Alors Fred, bonjour. Salut Jason, ça va bien? Ça va bien toi? Oui, très bien, très bien. Donc, tu viens nous parler d'une pièce qui s'appelle Animaux qui a été présentée où?
qui a été et qui sera présenté à l'Espace Libre, donc jusqu'au 20 mars, par le Nouveau Théâtre Expérimental, qu'on aime beaucoup à l'étrange programme. Ça fit, disons, avec notre concept. Tout à fait, effectivement. Ils sont vraiment dans les bonnes branches. Et là, on va ailleurs, donc c'est vraiment intéressant. Les 2 dernières chroniques étaient plus sur l'horreur. Là, on va vraiment ailleurs. Et d'ailleurs, avant de commencer, quelle relation entretiens-tu avec ton animalité, Jason, puisqu'on va parler des animaux? Une relation ambiguë, je dirais. Ambiguë? Moi. Ambiguë. Pas être plus précis, là. Alors donc, c'est une des questions que nous posent les créateurs, metteurs en scène, Daniel Brière et Alexis Martin, qui ont créé la pièce Animaux. Daniel Brière, que certains de nos téléspectateurs connaissent à cause de la série Les Parrains. Tout à fait, Les parents, effectivement. Oui. Alexis Martin aussi, il joue dedans, d'ailleurs. Qui joue dedans, effectivement. On a vu 2 grands amis. Et qui ont créé une pièce à partir des interdits au théâtre. Alors donc, il y a un grand interdit au théâtre qui dit que si on a un animal sur la scène ou en télévision, s'il y a un animal ici, bien à ce moment-là, il va nous upstager. Alors donc, on ne verra plus les acteurs, on ne verra plus qui que ce soit. Et donc, utiliser des animaux en théâtre, c'est quasiment interdit par les conventions. Donc, les animaux ont tendance à capter toute l'attention. Oui, parce que justement, des animaux, c'est l'instinct, c'est l'imprévu, alors que le théâtre, c'est le prévisible, tout ce qui est prévu, etc. Donc, ça va vraiment en contraste entre les deux. Et là, pour l'occasion, on a rassemblé beaucoup d'animaux, des grillons, qui sont les plus petits, jusqu'à la vache, qui est très immense d'ailleurs sur scène. Ah ouais, OK, une vache en plus. J'imagine les grillons, c'était dans une espèce d'aquarium, quelque chose? Tout à fait. Parce Ils que ne sont pas à l'air dur à libre, contrôler parce que sinon on les perdrait. Oui, c'est ça. Mais donc, dans cette pièce, justement, on nous pose la question sur les rapports aux animaux, justement, sur quelle est notre vision des animaux, nous les humains, quels sont nos rapports par rapport aux animaux qu'on peut construire, les rapports à la fois destructifs et constructifs. Oui, puis quelle forme que prend la pièce au-delà de toute cette présence animale? Alors, c'est une pièce qui est basée sur la forme. Donc, c'est pas une pièce où on va avoir un fil conducteur de A à Z. C'est une série de petits tableaux qui peuvent sembler décousus un par rapport aux autres. D'ailleurs, il manque peut-être un peu de lien dramaturgique. Mais de base, c'est assez intéressant puisque au départ, ça s'annonce être un documentaire animal. On nous présente des extraits de beaucoup de textes qui en parlent. Et par la suite, donc, les acteurs s'intègrent très bien aux animaux. Et chaque animal est spécifique à un texte spécifique. Entre autres, 2 scènes, dont une magnifique, qui nous pose la question, est-ce que la différence entre l'animal et l'humain, ce ne serait pas le snobisme? Et belle idée de base, on nous convie à la cérémonie du thé japonaise, alors donc qui est un rituel extrêmement organisé, encadré, et on laisse les poules en pleine liberté dans ce rituel-là. Donc c'est le chaos qui naît de l'organisation et qui pose cette question de est-ce que nous on est organisé artificiellement? Est-ce que dans le fond on ne devrait pas aussi faire confiance à notre instinct comme les animaux? Ouais, OK. Alors on se retrouve dans des très grandes questions. Aussi une autre scène où on convoque 2 araignées en projection pour tous ceux qui ont peur. Donc 2 araignées qui se rapprochent, en fait c'est une araignée qui se rapproche de sa proie petit à petit et on fait le parallèle sur scène avec les 2 comédiens qui se rapprochent de plus en plus dans une relation amoureuse. Alors donc, est-ce qu'on est plus instinctif qu'on le croirait? Est-ce qu'on est moins réfléchi qu'on le croirait aussi? Ça aborde ces questions-là. Ce rapport-là entre les acteurs et les animaux, justement, est-ce que ça ajoute de la profondeur au niveau du contenu, au niveau de... Tout à fait, tout à fait. C'est sûr que les animaux sont les grandes vedettes du spectacle et elles le réclament, mais les 2 excellents acteurs d'ailleurs, parce que c'est pas facile avec toute cet imprévu-là de pouvoir composer avec cet imprévu-là. Ils sont presque transformés en vétérinaires. Et la scénographie de Jean Bart, d'ailleurs, va très bien avec cette idée de l'animal va capter toute l'attention. Alors, ça prend des acteurs très humbles, ils font très bien leur travail. Et Jean Bart s'est organisé pour que tous les enclos soient cachés et qu'on présente les animaux un après l'autre. Donc, on a gardé vraiment cet effet de surprise. Ah, OK, oui, pour pas les voir d'avance, là, en arrière. Exactement. Il y en a quelques-uns qu'on voit d'avance, dont les poules, mais sinon, c'est vraiment une surprise. Et quand tu vois cette vache peser je sais pas combien de kilos arriver sur scène et faire une pièce de théâtre avec ça, c'est assez impressionnant. Là, les acteurs doivent s'adapter, évidemment, aux réactions non prévues des animaux. Donc, ça doit ajouter un peu de piquant à la pièce. Dont un chat à la première qui a été devant la caméra. Ah oui, OK. Ah, il y a des caméras présentes? Oui, il y a des caméras. On joue avec la caméra aussi, avec beaucoup de projections. Les images sont projetées, j'imagine, sur des écrans? Oui, bien sur le mur séparant l'enclos. Et puis, c'est très enrichissant. OK. Puis, est-ce qu'on s'intéresse aussi, est-ce qu'on fait référence à
j'allais dire, la représentation animale, parce que les animaux, généralement, on va les voir en représentation dans les cirques, les zoos. Est-ce qu'on fait référence aux endroits ou au type de lieu, normalement? Où oui, tout à fait, tout à fait. On fait même un parallèle très intéressant, donc en nous posant la question, pas directement, mais qu'on peut amener à se poser cette question-là. Est-ce qu'on est plus intelligent d'aller se tasser dans un centre d'achat artificiellement pour acheter quelque chose que les grillons, eux, qu'ils font naturellement pour leur instinct de survie? Alors donc, oui, ça crée beaucoup de réflexion. Une scène dont je ne veux pas trop dévoiler le punch, mais une scène donc qui parle beaucoup de la consommation aussi et de l'industrie animalière en tant qu'industrie de nourriture. Donc vraiment, une belle occasion de se poser des questions sur les animaux. Quelquefois, il y a des ruptures de rythme qui sont peut-être un peu inégales. Comme c'est chacune des scènes qui est reliée à un animal, des fois, il y a des animaux qui sont un peu moins bien intégrés. Mais globalement, la question est vraiment intéressante. Et enfin, c'est du théâtre très différent aussi. De ce qu'on voit du théâtre beaucoup plus formel, du théâtre où on fait une recherche réelle sur un enjeu dramatique du théâtre, c'est-à-dire on ne peut pas avoir d'animaux sur scène. Bien, ça se peut, puis ils nous l'ont prouvé. Puis ça vaut la peine d'avoir. Il faut briser les règles des fois pour pouvoir... Il faut briser les règles. Donc, une pièce qui inspire beaucoup de réflexions différentes, tu les as nommées. Là, tu nous disais qu'il restait des représentations, il reste encore des... Il reste des représentations, c'est jusqu'au 20 mars. Il y a des supplémentaires parce que c'est complet pas mal, donc il y a des supplémentaires qui naissent, entre autres le 20 mars. Attention par contre à ceux qui voudraient aller le voir, c'est en avant-midi, parce qu'il faut respecter le cycle de vie des animaux. Ces pauvres petits dorment. Pièce en avant-midi. Oui, il a fallu que je me lève à 8 heures et prendre un déjeuner avant. C'est très particulier. Pauvre, toi, tu dois souffrir pour faire ta chronique. Mais la souffrance vaut la peine d'aller voir ça valait la peine. Animaux, tout à fait. Parfait. Produit par le NTE Animaux à l'espace libre jusqu'au 20 mars. Parfait. Bien, un gros merci, Fred. Merci beaucoup à toi. C'est maintenant le temps d'aller à notre entrevue, notre invité de la semaine qui se nomme Jesse Malcolm Sweet et qui est réalisateur d'une web-série qui s'appelle Exode. Bonjour. Salut. Salut. Ça va? Salut, ça va très bien, merci. Bon, bien, un gros merci d'être venu à l'émission pour nous parler de ta nouvelle web-série, Jesse. Oui, ça me fait très plaisir de venir. Avant d'en parler de la web-série Exode, j'aimerais ça que tu nous parles de ton parcours. Oui. Parce que, bon, tu es réalisateur de courts-métrages, tu as aussi travaillé dans le domaine du jeu vidéo, des effets spéciaux. Donc, juste nous parler un petit peu, résumer ton parcours, en fait. J'ai étudié en cinéma, mais je me décrirais surtout comme un réalisateur de jeux vidéo parce que j'ai fait ça dans ma carrière, en fait. J'ai travaillé 15 ans en jeux vidéo. Surtout de la réalisation de cinématiques, de jeux vidéo, des jeux comme Prince of Les cinématiques, Persia. en fait, c'est comme un peu les séquences animées qui sont entre les sessions de jeu, en fait. Exactement, c'est ça. Ce qui sert à raconter l'histoire avec un médium très similaire au cinéma, en fait. La différence, c'est qu'au début de ma carrière, c'est de l'animation. Maintenant, c'est du motion capture, mais ça reste très similaire au niveau des plans de caméra, etc. Puis là, actuellement, tu es directeur artistique de Kino. Oui. Donc, tu peux-tu nous expliquer c'est quoi Kino? Il y a des gens qui ne connaissent pas l'organisme. En fait, Kino, c'est un organisme, je dirais pas culturel, mais c'est un organisme de cinéma qui supporte les réalisateurs émergents au Québec, plus précisément à Montréal, puis qui offre ce qu'on pourrait appeler un écran libre, en fait. Donc, à chaque mois, les gens peuvent venir présenter des films dans un théâtre, en fait, avec un écran de cinéma, projection HD, etc., puis avec un public qui va venir regarder ces films-là. Puis ça sert un peu, je dirais, on pourrait appeler ça une école, mais des fois, c'est un peu pour avoir une réaction live à son film. Mais ça crée une synergie aussi, ça te permet de rencontrer des gens, des cinéastes ou des acteurs, donc ça permet de forger des équipes pour de futurs projets. Ben oui, en fait, je dirais que la majorité de mon équipe de ma web-série a été faite à travers mes rencontres que j'ai faites à Kino, parce que c'est aussi une communauté, donc en projetant des films, les gens voient tes films, d'autres gens qui ont aussi des intérêts au cinéma, puis après ça, ils se disent, ben moi j'aime ce que tu fais, j'ai envie de participer à ça, j'ai envie de travailler mon art à travers ton art, puis tout ça, puis faisons des films ensemble, puis ça fait toutes sortes de beaux bijoux qui se ramassent partout dans tous les festivals, etc. On va en parler justement d'Exode. Donc, c'est une web-série que tu as lancée le 7 mars sur le site de TV5, c'est ça? Exactement, oui. Ça a été financé par le fonds TV5. Oui. Donc, explique-nous un peu la genèse du projet, comment est née l'idée, parce que bon, tu le réalises, tu l'as écrit aussi. Donc, comment c'est né ce projet? En fait, c'est un projet qui me trottait dans la tête il y a vraiment longtemps.
Puis tu parlais de Kino. Au début, pour moi, c'était venu un peu comme un film que je voulais produire à Kino, en fait, un court-métrage. Puis la genèse, c'était, j'ai juste eu un flash où est-ce que ça serait intéressant de passer un moment, en fait, un court-métrage avec quelqu'un qui est pris à l'intérieur d'un genre de nacelle d'urgence qui a été éjecté d'un vaisseau spatial. Puis je me disais, il y a quelque chose de le fun avec ça. Puis en même temps... C'est un huis clos, justement, qui est très exigu, là. Ouais, c'est il est ça, vraiment pris dans une petite nacelle de secours, justement, tu disais. C'est ça. Et ouais, excuse-moi, continue. Puis en fait, pour moi, je le voyais aussi avec des contraintes budgétaires, c'est intéressant parce que c'est petit, je pourrais faire un décor qui est à mon goût sans avoir à dépenser beaucoup d'argent. Comme ça, je peux me concentrer sur la qualité et non la quantité de décor. Ouais. Puis ça a commencé comme ça, puis ça a été mis de côté à travers différents projets, le travail, tout ça, puis je le gardais. Puis ça faisait une couple de fois que je voyais le fonds TV5 passer. À chaque année, ils font un appel de projet. OK. Puis l'année dernière, je me suis dit, je devrais soumettre, en fait... C'est quoi les critères? C'est de faire une web série qui a une certaine durée maximum, c'est ça? Il y a comme... C'est assez libre, en fait. Ça peut être autant être du documentaire que de la fiction. Exactement. Ils sont super ouverts, en fait. Ouais. Il n'y a rien de précis. En fait, eux, ce qu'ils demandent, c'est un peu un genre tu remplis un formulaire qui est assez léger pour la première fois, qui explique un peu ton idée, tes synopsis, qu'est-ce que ça va être en gros. Puis ils font comme un tri. Puis après ça, au deuxième volet, après ça, ils demandent des scénarios. Puis après ça, un plus gros budget, etc. Mais les budgets sont quand même étriqués, là, le fonds TV5. Donc, tu n'avais pas peur de te lancer dans un projet d'une demi-heure de science-fiction avec si peu d'argent ou au contraire, c'était un beau défi? Bien, c'est sûr que ça fait peur, mais en même temps, moi, j'ai tendance à me dire... on va voir quand on va arriver là, en fait. Fait que je soumets, puis je vois que ça donne, puis une fois que j'arrive, puis si je sens un intérêt, là, on en regarde. Puis c'est ça qui est le fun avec les différents volets de la soumission, en fait, c'est que je suis arrivé à un volet où est-ce qu'il y avait une importance sur le budget. Puis là, c'était le temps de regarder la faisabilité, puis il y avait la possibilité pour moi aussi de me retirer à ce moment-là. Puis quand on a regardé les chiffres, moi et ma productrice, on s'est dit, on pense que ça se fait. Puis tu as eu toute une brochette d'acteurs aussi pour pouvoir le faire. Comment tu as réussi à rassembler tout ce beau monde? Oui, parce que il y a Emmanuel Bilodeau, entre autres, il y a aussi Geneviève Rochette. Et Jean-François Casabonne, quand Exactement, même. Oui, je pense que trois très, très bons comédiens, comédiennes, des gens de talent qui, à première vue, tu pourrais te dire pourquoi est-ce qu'ils s'intéresseraient à une série de science-fiction low budget. C'est difficile de se mettre dans leur peau et de savoir pourquoi ils ont accepté, mais moi, je pense que le scénario les a vraiment intéressés. Comment tu les as approchés? Qu'est-ce que tu leur as dit au téléphone quand tu les as appelés? Oui, on veut connaître tes trucs! Mais c'est très géré par les agents, puis de manière très traditionnelle. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a contacté les agents. Nous, on avait une liste de comédiens qui nous intéressaient, puis ça donnait, par exemple, qu'Emmanuel Bilodeau, c'était notre premier choix pour le personnage principal. Puis on a contacté son agent, puis on lui a dit, on a une web-série de science-fiction, voici les thèmes avec un court synopsis, puis on leur a envoyé les 2 scénarios qui avaient été donnés à TV5. OK. Donc c'est pas des gens avec qui tu avais déjà travaillé? Pas du tout, je ne connaissais pas. Chez Emmanuel Bilodeau, il est quand même proche de certaines personnes à Kino, mais moi, je ne l'avais jamais rencontré, mais il a su que j'étais directeur artistique de Kino, donc ça l'a peut-être aidé en même temps, mais il y avait pas on n'a pas appelé en disant je fais partie de Kino, puis on fait un film. Fait que c'était vraiment traditionnel, puis je pense qu'il a lu les textes, puis il a dit oui, ça m'intéresse, puis je l'ai rencontré. On s'est parlé un peu de la philosophie derrière les textes, c'était quoi ma vision derrière le texte, puis je pense que ça allait résonner, en fait. Puis autant avec les autres comédiens, c'était la même philosophie. C'est une belle, un beau défi pour un acteur aussi. À part les acteurs, au niveau de ton équipe, tu as le matos qui font la musique, qui ont fait la musique, entre autres aussi, pour Turbo Kid, on les connaît pour ça, entre autres. Il y a aussi Jean-Philippe Bernier, que je crois qui est dans le groupe Le Matos, aussi, mais qui fait ta direction photo, qui était aussi celui qui faisait la direction photo sur Turbo Kid. Justement, ta web-série a été produite sous l'étiquette ou sur le nom de production Les Enfants Terribles, qui réunit justement ceux que je viens de nommer, toi et d'autres, entre autres aussi les réalisateurs du RKSS, de Turbo Kid. Donc, c'est qui ça, Les Enfants Terribles? En fait, Les Enfants Terribles, la manière que nous, on le définit, c'est, on se dit un crew ou un collectif. On n'est pas une maison de prod, on produit rien. En fait, ce qu'on est, c'est un rassemblement d'artistes, soit en musique, en cinéma, qui trippent un peu sur le même genre de film, je dirais un cinéma nostalgique.
puis sous toutes ses formes, en fait, pas juste la science-fiction, parce que là, ça donne que Turbo Kid et Exode, c'est de la science-fiction. Oui, mais il y a Arabal qui font partie. Exactement. Donc lui, c'est plus du punk, disons. Oui, c'est ça, un petit punk, un petit côté ONF québécois des années 60 aussi, là-dedans. Donc c'est tout ce côté-là, un retour au passé, mais qui vit dans le présent. Puis je pense que c'est surtout ça, les enfants terribles. Est-ce que vous vous rencontrez ou c'est juste vous êtes réunis sur une appellation, mais en tant que tel, il n'y a pas tant d'échanges que ça? Oui, ou... on se rencontre, on se fait des rencontres. Faites-vous des brainstorming pour des projets communs? Je dirais chacun est un peu maître de ses projets, mais après ça, c'est sûr qu'il y a une connexion qui se fait entre tout le monde pour présenter des projets, puis dire ça vous tente-tu d'embarquer avec moi là-dedans? Puis chacun a ses propres compétences outre de la réalisation, donc chacun apporte un peu ce qu'il peut aux productions. Puis vous avez beaucoup de compétences, visiblement, aussi. Vous faites plusieurs choses. C'est une belle gang. Pour avoir vu la liste, c'est une belle gang, effectivement. Et là, bon, la web-série prend la forme de 4 épisodes qui donnent à peu près au total une demi-heure. Est-ce que parce que, bon, la façon que ça finit aussi, est-ce que tu espères en faire une suite? Parce qu'en tant que tel, cette demi-heure-là pourrait faire aussi un très bon pilote pour une série plus vaste, de plus grande ampleur. Donc, est-ce que tu as un intérêt de faire une suite avec ça? C'est sûr, je pense que la série ou le concept, si on veut, est riche, dans le sens qu'il y a plein de choses qui peuvent en découler, plein d'idées. Moi, c'est sûr que j'aimerais faire une suite. Dans ma tête, le personnage puis tout ça, il y a des choses qui peuvent se passer après. Après ça, j'ai pas écrit une suite, mais c'est sûr que j'aimerais ça. Je pense que c'est un univers que j'aime, ce genre de science-fiction-là un peu sale. Où est-ce que tout est vieux, tout est usé. Fait que c'est sûr que moi, c'est encore des écrans monochromes qu'il y a là, pour les ordinateurs. Puis... OK. Ben, on va faire apparaître en fait l'adresse dans le bas de l'écran pour que les gens puissent aller voir la web-série. Je crois que c'est jusqu'en 2018 qu'elle va être disponible sur la plateforme. Bon, attendez pas jusque-là. On peut y aller bientôt. C'est ça. Donc, c'est 4 épisodes. Donc, voilà pour la série Exode. Allez voir ça. C'est très intéressant. Maintenant, je t'avais demandé d'amener des suggestions, en fait, pour nos téléspectateurs. Alors, ben, tu n'as pas les objets physiques en toi, mais tu as une liste d'idées. Alors, qu'est-ce que tu suggères comme... Moi, j'ai 2 trucs à proposer. Je pense qu'ils sont un peu en thématique. Premièrement, ben, j'ai dit que j'ai travaillé beaucoup en jeux vidéo. Fait que c'est sûr, au niveau narratif, j'apporte un jeu qui s'appelle The Last of Us. OK, oui. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui. Ben, c'est un jeu, en fait, un peu peu de survie où il y a des contaminés. Dans le même thème. C'est un homme et une jeune fille. Ça fait penser un petit peu The Road. Ça fait penser un petit peu avec The Road, mais avec des contaminés, c'est ça. Oui, qui est d'ailleurs une histoire que j'adore aussi, The Road. Je pense que ce lien-là, en fait, père-fils, père-fille, etc., c'est des thématiques qui m'intéressent. Pour moi, c'est probablement un des meilleurs jeux qui a été fait de tous les temps. Parce que la structure narrative du jeu est incroyable, puis elle tire, puis émotionnellement, elle te prend. Puis j'en ai joué des jeux, mais des jeux qui m'ont donné la boule dans la gorge, et il n'y en a pas beaucoup. Non. Puis celui-là, ça en fait partie, en fait. Fait que je pense que... Je sais pas s'il est disponible sur Xbox, mais il est disponible sur PS3, puis il avait été réédité, remasterisé pour la PS4. Oui, effectivement. Donc disponible aussi. Pour ceux qui sont moins gamers, mais qui aiment les jeux, on peut regarder l'histoire sur YouTube. Ça dure environ 5 heures. OK. Puis on peut écouter toutes les parties narratives, en fait, back-à-back. Oui, ils font souvent ça avec des jeux. Ça s'écoute bien, puis c'est super bon. Fait que pour ceux qui ne jouent pas trop à des jeux, ils peuvent aussi... Ils peuvent aller voir ça. Ton autre suggestion? L'autre suggestion, c'est super récent, ça s'appelle The Expanse. Qui est une émission de télé de science-fiction produite par Sci-Fi Channel, qui vient de terminer sa première saison. Moi, j'ai écouté ça en faisant la post-prod d'Exode, puis ça m'a embarqué au bout dedans. C'est des belles thématiques, un peu à la Battlestar Galactica, d'une certaine manière. C'est du space opéra d'abord? Non, y a-t-il des vaisseaux spatiaux avec des combats dans l'espace? Pas vraiment, non. Okay. Pas vraiment. En fait, c'est très politique. OK. Plutôt le côté politique de Battlestar Galactica. C'est l'histoire, en fait, de certains personnages qui vivent soit sur Terre, sur Mars, sur une colonie dans la ceinture d'astéroïdes. Donc, l'intérêt, c'est tout le système politique, économique qui maintient cela. Avec toute une dose de murder mystery là-dedans qui est super intéressant. OK. Donc, rappelle-nous le nom? The Expanse. OK. Puis c'était sur Sci-Fi. Sci-Fi. J'imagine que ça va être sorti en DVD. Oui, c'est ça, exactement. Donc, parfait. Bon, un gros merci, Jesse, pour ta présence aujourd'hui. Ça fait plaisir et espérons qu'il y ait une suite. Donc, c'est maintenant le temps de la pause. On revient tout de suite après pour une chronique de Sébastien Bourgère.
Nous recevons maintenant Sébastien Bourget pour sa chronique L'étrange Montréal. Mais aujourd'hui, Sébastien, bonjour. Salut Jason. Ça va bien? Ça va super bien. J'allais dire, mais aujourd'hui, on déroge un peu de Montréal, on sort un petit peu de la métropole. Exactement. Et tu viens nous parler d'un Bigfoot qui aurait été vu dans les Laurentides. Exactement. Je suis pas mal sûr, Jason, qu'on va être la seule émission sur le câble qui va parler de ce sujet-là. Regarde, avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut absolument que je vous mette en contexte. Ouais. Je vous parle de la Saint-Adolphe Mania. Le tout a commencé en janvier 2014 à Saint-Adolphe d'Howard, dans les Laurentides. Un résident du village, un certain Benoît Meilleur, retourne chez lui par la route 329 en soirée lorsqu'il aperçoit un triangle lumineux qui vole au-dessus de la cime des arbres. Alors, ultimement, il immobilise son véhicule, sort et prend une photo avec son cellulaire. Donc, on y voit un triangle orangé qui Une vole photo par-dessus floue, ça. j'imagine? Oui, exactement, comme toutes les celles toujours comme ça. d'objets volants identifiés. Alors, ultimement, il envoie ses photos le lendemain à la SQ, au NORAD, puis à la Sûreté du Québec. Eux autres, ils en font pas grand cas. Jusqu'à ce qu'ils envoient la fameuse photo dans les médias. Là, ça fait traîner de poudre. Il y a un paquet d'ufologues amateurs et de curieux qui envahissent Saint-Adolphe d'Howard pour tout simplement voir le phénomène. Parce que ce phénomène-là se passe à tous les jours, entre 18h et 20h. Le triangle lumineux apparaît tous les jours. Exactement, et pas juste une fois. On dirait qu'il y a plusieurs triangles lumineux qui apparaissent, alors on est capable de les voir à peu près 8 à 10 fois par soir. Même encore maintenant, là, si on y va, on peut En fait, voir. ça là. s'est estompé un petit peu. Alors, c'est ça, les gens pouvaient voir effectivement une série de triangles lumineux voler. En fait, ces triangles-là n'émettaient aucun son et volaient autour des arbres pour finalement partir à l'horizon. Et ce qui était amusant, c'est que ces triangles-là, à un certain moment donné, durant leur passage, changeaient de forme carrément, se matérialisaient en espèce de boule lumineuse blanche avant de disparaître à l'horizon. Donc ça, c'est pour la petite histoire. Ça a duré pendant tout l'hiver pour après ça s'estomper au moment où est-ce que le printemps a commencé. Donc, on à parle de l'hiver 2014. Effectivement. Alors là, il y a du nouveau depuis décembre dernier. Ça se pourrait probablement que dans le même secteur qui était survolé par ces ovnis-là, bien, peut-être ce qui était contenu dans ces ovnis-là a décidé de descendre sur Terre pour venir nous rejoindre. Donc, notre fameux Bigfoot Oui, exactement. serait d'origine extraterrestre? Exactement, Bigfoot extraterrestre, j'adore ça. Alors, plusieurs résidents, à la fin décembre 2015, ont retrouvé aux alentours de la propriété des traces de pas laissées dans la neige. En fait, ces traces de pas-là étaient d'une forme et d'une taille plus grande que la moyenne. En effet, selon les mesures, elles faisaient à peu près 13 pouces sur 7 pouces et elles étaient ornées de griffes. Ils ont été observés et photographiés par les résidents et les autorités locales. Et la grande distance entre les pas de chaque jambe donnait l'impression que qu'ils étaient faits par une espèce de créature d'au moins 7 pieds de haut. Donc, ça ne peut pas être un ours. Là. Oui, malheureusement, Non? pas encore. OK. Alors, selon le journal local, un autre témoin qui aurait observé, et je cite, un être très grand, avec la peau brillante, semblable à un fantôme qui se dirigeait vers une énorme sphère lumineuse située à l'entrée de la forêt. Donc, le lendemain matin, le témoin ainsi qu'un policier local se sont rendus justement sur les lieux où est-ce que cette forme-là et l'espèce de sphère lumineuse avaient été observées. Et ils ont découvert la neige fondue où est-ce qu'il y avait cette forme-là et aussi la végétation complètement morte et calcinée. On parle d'une surface de combien de diamètre, est-ce que tu sais? On parle quelque chose d'à peu près 4 mètres par 4 mètres, quelque chose d'assez uniforme et tout ça. Okay. Alors, pour le moment, on n'a pas trouvé encore d'explication c'était dû à quoi et tout ça, mais je suis pas mal sûr qu'on a pu voir la photo justement qui a été rapportée par un témoin. On peut voir la comparaison entre les grosses pattes, en fait ornées de griffes, et un pied normal. Alors, voilà. Si ça vous tente de vous rendre à Saint-Adolphe d'Howard pour le découvrir davantage, eh bien, c'est à votre guise d'y aller. Avant Donc- qu'il n'y ait plus de neige. Ouais, Ben oui, en plus, ça. donc c'est un Bigfoot, si je comprends bien, qui n'a pas de poils. Donc, Effectivement, ce serait probablement, ça a été identifié comme une espèce de Bigfoot extraterrestre, si on veut, une espèce de... Ce serait plutôt une espèce d'entité ou quelque chose du genre. Bigfoot, bébé fantôme, bizarre. esprit, gros. Exactement, tout ça mis ensemble qui donne cette espèce de créature-là, assez amusant. On peut une avoir espèce notre de image, medley, ouais. finalement, du C'est monstre un paranormal. best-of, justement, Ouais. des monstres, etc. Donc, c'est pas mal ça qui a été observé ces temps-ci à Saint-Adolphe d'Howard. Bon, mais un gros merci pour ta chronique aujourd'hui. Un énorme merci, Jason. Merci à toi aussi, Fred, pour ta présence. Ça fait plaisir. Un gros merci à toute l'équipe en studio. Merci aussi à la maison. C'est ce qui met fin à l'émission. Alors, à la semaine prochaine.